Bienvenue dans la matrescence pour une nouvelle saison, c'est la rentrée. Vous écoutez l'épisode numéro 60 de la saison 3. Bonjour à tous et bonjour à toutes. La matrescence, c'est la contraction des mots maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère. Et si vous voulez en savoir plus, il suffit d'écouter le premier épisode. Dans ce podcast, on parle du postpartum, du 4e trimestre, de la joie d'être parent, mais de ses difficultés aussi. Bref, on parle de la vie. La matrescence met en avant des femmes et des hommes qui racontent, expliquent et donnent une autre définition à la parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, la créatrice de ce podcast. Je suis journaliste de formation dans le sport, à la télé, rien à voir. Mais je suis aussi professeure diplômée de yoga pré- et postnatal. Et puis surtout, je suis maman d'une petite fille de 2 ans et demi. Je m'appelle Ella. Bienvenue de la matrescence. La matrescence transforme la vie des mères, des pères, mais surtout des familles dans leur ensemble, alors parlons-en. Ici, pas de tabou, je vous propose une conversation intime, remplie d'émotions et d'informations. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et le must à mettre 5 étoiles. J'ai lancé mon site web, n'hésitez pas à y faire un tour pour trouver des épisodes que vous n'avez encore jamais écoutés. Tout y est, clémentinesarlat.com. Pour cette rentrée, je reçois 2 femmes, une mère et une fille. 2 femmes d'une même lignée maternelle qui composent avec leurs différences, mais qui ont réussi à trouver le chemin, parfois difficile, de la guérison mère-fille. Mai Oua est réalisatrice, elle a 44 ans et pendant plusieurs années, elle a filmé les femmes de sa famille d'origine vietnamienne. Sa grand-mère d'abord, puis elle et sa mère, ainsi que sa fille. En est sorti un magnifique film documentaire que je vous recommande chaudement, intitulé « Les rivières » sur ces 4 générations de femmes puissantes. Avant de démarrer l'épisode, je vous encourage, à titre personnel, à visionner ce film d'une profondeur incroyable afin de mieux comprendre nos échanges. Mai et sa mère Ongloane, qui est médecin, détricotent au fil des 6 années de tournage et de montage leur relation tumultueuse où amour, incompréhension, honte, peur de la répétition du schéma familial, divorce et résilience se mêlent. Dans cet épisode, elles ont accepté de revenir à 2 sur cette expérience cinématographique qui a changé à tout jamais leur relation et leur vie. Vous découvrirez comment on peut réussir à se reconnecter à sa propre mère, comment on peut pardonner certaines trahisons vécues en tant qu'enfant, comment le poids de la culture vietnamienne a influencé leur façon d'envisager la famille et ses liens, et surtout comment les non-dits, la violence et l'inceste au sein du foyer peuvent se répercuter sur des générations avant que le cercle ne se brise. Ces 2 femmes sont une ode à la famille, à la transmission et à l'amour. Je les remercie infiniment d'avoir accepté de parler de leur histoire qui, au final, est universelle. Je vous souhaite une très bonne écoute. Merci beaucoup à toutes les 2 d'avoir accepté mon invitation. C'est la première fois que je reçois une maman et sa fille, alors je suis très honorée. Merci à toi. Merci. Alors je pose toujours cette question dans le podcast. Est-ce que le fait de devenir mère, ça a transformé vos vies ? Est-ce que la matrescence, c'est ce concept dont je parle, a eu un impact dans votre vie ? Est-ce que devenir mère, c'est venu au moment d'avoir des enfants ou ça c'est venu au fur et à mesure de votre vie ? Bien sûr que ça change tout. Effectivement, même si je n'étais pas préparée, ça a changé, bien sûr, tout à fait. Et pour moi ça a changé toute ma vie, mais effectivement devenir mère c'est beaucoup d'étapes psychologiques avant même d'être biologique, je pense. Donc moi j'étais mère dans mon désir d'être mère quand Tam est arrivée, ma première fille, mais aussi après il y a eu plein de naissances de mère en fait. Ah, t'as eu la sensation de devenir par plusieurs étapes une mère ? Ouais. Parce qu'en fait, on n'est pas du tout préparé à ça. Et puis, quand on a un premier enfant, parce que c'est encore différent de devenir mère d'un 2e ou d'un 3e enfant, mais quand on a un premier enfant, il y a tout un inconscient qui refait surface.
et qui était totalement mis sous le tapis, quoi, en général. Donc, du coup, il y a toute une partie de moi qui m'est revenue en devenant mère, que j'ignorais totalement de moi. Et donc, c'est un moment où on doit à la fois jouer un rôle, alors qu'humainement, on n'est pas complet déjà. Donc, pour moi, ça a été un énorme bouleversement qui a commencé par une dépression. Et puis petit à petit, pas à pas, on apprend, quoi. On apprend en marchant. Mais c'était génial. C'était initiatique. Oui, c'était initiatique parce qu'en fait, comment dire, moi, quand j'ai commencé avec cette dépression, non, ma fille avait 2 mois et demi. Je pleurais toute la journée. Je pense que j'avais mes hormones en vrac, mais il y avait aussi beaucoup d'éléments inconscients qui étaient en train de remonter en surface. Et en fait, j'étais tétanisée à l'idée d'être une mauvaise maman pour ma fille. Et de fait, comme je pleurais toute la journée, je me sentais hyper coupable par rapport à elle qui méritait pas ça, d'avoir une maman qui pleure toute la journée alors que c'était une merveille et que j'avais l'impression d'avoir un cadeau et que j'étais en train de l'abîmer, quoi. Donc c'était douloureux, mais c'était en même temps elle qui m'a motivée pour prendre soin de moi, aller voir un psy, pour entamer un cheminement sur ce que ça voulait dire, d'être humaine, d'être adulte, d'être femme et d'être mère aussi. Angloane, vous vous reconnaissez dans le témoignage de votre fille? Est-ce que vous, vos débuts dans la maternité, ça a été aussi compliqué? Ça a révélé autant de choses? Déjà, je suis en train d'écouter ma fille là, et à chaque fois, j'apprends toujours. Donc là, si vous voulez, je suis contente parce que j'apprends. Comme j'apprends en regardant son film, j'apprends. Donc à chaque fois, ça m'émeut de voir la souffrance de ma fille. Mais je suis désolée de dire que c'est normal parce qu'en fait, voilà, je suis carrément, la maternité, c'est carrément l'opposé de ma fille. C'est-à-dire, en fait, j'étais préparée pendant très très longtemps. Là, j'ai 69 ans. Je crois que j'étais préparée 60 ans avant. Dans le sens où ma mère m'a toujours dit, la maternité, alors écoutez bien, hein, c'est l'horreur. Bon, voilà, ça commence comme ça. Donc, je suis très très préparée, effectivement, mais dans l'autre sens. Donc, avoir un enfant, bon voilà, c'est un peu compliqué. Chaque fois, je vais faire une petite parenthèse parce que ma mère a été orpheline à l'âge de 12 ans. Elle n'avait pas de père. Puis à 12 ans, bon voilà, la maman est partie un petit peu ailleurs. Donc, elle s'est retrouvée toute seule. Donc, un enfant, c'est pas ça. Voilà, un enfant, ça ne peut que souffrir. Donc déjà, pour moi, être un enfant, voilà, c'est pas l'horreur, mais bon, voilà, qu'est-ce que tu fais là, quoi. Donc voilà, donc c'est carrément à l'opposé de Maë. Je suis préparée dans ce sens-là. Et le pire aussi, c'est pas être un enfant ou pas, c'est la maternité. Ça veut dire, c'est le moment où tu vas souffrir, et alors l'accouchement, alors là, c'est le feu d'artifice, c'est l'explosion, tu vas péter de partout, et puis voilà, tu vas souffrir le martyre, etc. Donc c'était ça la préparation, faite par ma mère. Donc, j'ai été préparée à repousser à exister en tant qu'enfant et repousser d'être enceinte et surtout accoucher. Donc voilà. Donc c'est ça qui est important de voir pour comprendre comment se fait-il que qu'il y a autant de choses derrière et qui s'appellent les rivières. Parce qu'en fait, avant Maë, c'est important que je le dise, c'est que j'ai eu donc une IVG, une interruption volontaire de grossesse, qui à l'époque, donc il y a, Maë a 44 ans, donc il y a 45 ans. C'est quelque chose où il faut surtout
cacher, sortir du pays. Enfin bon, bref, c'était je suis partie en Angleterre comme par hasard dans la ville où elle a rencontré son amoureux Piccolo Jerry. Voilà. Bon, c'est comme ça, c'est-à-dire un renouveau à nouveau. Donc tout ça pour dire que et tout de suite derrière, donc la première grossesse, donc c'est fait comme ça sur pilule, et Ma est arrivée après aussi sur pilule. Donc ça c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire, je ne savais pas que j'étais enceinte en fait. Donc je suis tombée enceinte et voilà, ça se passe très bien. Et pendant les 9 mois, j'étais super heureuse. C'est là que je me suis dit, mais c'est pas possible, mais on est drôlement bien. J'avais par contre l'inverse de Maï, des hormones qui étaient waouh, c'est vraiment la floraison, vous voyez, donc j'avais une belle peau, des beaux cheveux. Ça, c'était génial, ouais. Et puis, bon, peut-être que je vais arrêter là pour laisser peut-être Maï parler, parce que je vais pas passer donc à l'autre, le deuxième chapitre, où là, il faut vraiment s'accrocher, parce que c'est le début du thriller. Non, mais en même temps, quand tu me dis tout le temps que quand je suis arrivée, oui, t'étais très heureuse. Ah oui, voilà. Bon, je zappe l'épisode où j'étais en enfer. Donc là, je suis sortie de l'enfer, qui était l'accouchement. Et quand on m'a mis Chukmai sur le ventre, et c'est exactement le mot que je répète tout le temps, qu'on dit. Ah, c'est vraiment un cadeau du ciel, on dit un cadeau. Et en fait, je n'avais pas compris le mot, le cadeau. Souvent, les gens disent, ah, c'est un cadeau. Mais en fait, pour moi, le cadeau, c'est que comme toute ma vie, je n'ai jamais eu de jouet, je n'ai jamais eu de cadeau. Donc, Maï était ma petite poupée, c'était mon premier cadeau que j'ai eu de ma vie, en fait. Voilà. Donc, c'était un vrai cadeau. Donc, je l'ai toujours considéré, bien sûr, comme mon enfant, mais surtout comme ma petite poupée. Voilà. Poupée dans le sens, c'est pas parce qu'elle est mignonne comme une petite poupée, ça c'est encore autre chose, mais c'était la poupée que j'ai jamais eue. Donc j'avais toute cette immaturité d'une mère, donc je pouvais pas me dire que, ah là, j'ai préparé la chambre, rose ou bleu, machin. Pas du tout. J'avais choisi un prénom, naturellement, mon ex-mari que j'adore a donné un autre prénom, donc ça a été toujours dans jamais une vraie préparation. Mais j'ai adoré ma petite poupée qui s'appelait Chukmai à l'époque, voilà. Et c'était ma poupée. Alors, est-ce que dans le film, on voit beaucoup tout ce rapport à la maternité entre vous deux, entre ta grand-mère, Maï, est-ce que vous avez la sensation que vous avez un rapport qui est compliqué ou simple à la maternité? Comment est-ce que vous le décririez? Toi, Maï, vas-y, commence. Aujourd'hui, il est assez simple parce que, encore une fois, humainement, on est réconciliés à titre individuel et dans nos relations. Donc, en fait, les rivières, ça a été l'aventure qui a duré quand même 6 années, qui a été incroyablement difficile pour nous. Enfin, pour ma mère et moi, ça a été vraiment très, très, très difficile. Et en même temps, ça a été l'aventure qui nous a permis de nous comprendre, de comprendre qui nous étions, de nous entendre, de nous écouter, et de permettre que ça se liquéfie, en fait, que la parole soit liquide. Donc maman maintenant peut me dire voilà ce qu'elle est en train de dire, moi je peux dire ce que je suis en train de te raconter, et ça nous pose aucun problème, et au contraire on est là pour apprendre, on est là pour se comprendre, on est là pour s'écouter. Donc c'est quelque chose qu'on savait pas faire il y a 10 ans. Donc on avait un rapport qui était compliqué à la maternité parce que c'était des liens avec beaucoup de nœuds, avec beaucoup de loyauté, avec beaucoup de non-dits, avec beaucoup aussi d'antécédents et d'histoires qui ne nous appartenaient pas. C'est pour ça que je commence les rivières avec un arbre généalogique, parce qu'en fait on a ces liens biologiques, mais on a aussi des liens énergétiques, des liens mythologiques. C'est-à-dire que dans une famille, en fait, tu as des mythologies familiales, des narrations familiales, mais qui te constituent, en fait. Et si on te dit que tu viens
d'une certaine histoire, ça constitue qui tu es au temps présent. Si on te dit que tu viens d'une autre histoire, ça transforme totalement ta manière de t'envisager toi-même, jusqu'à ce que tu deviennes ton propre parent. Et dans ce cas-là, on peut dire n'importe quoi et ça change rien. Mais c'est tout un cheminement pour arriver à ça, et c'est ce qu'on a fait avec les rivières. Donc aujourd'hui, non, c'est assez simple, je trouve. Du coup, quand on n'est pas contente, on n'est pas contente. Quand on est contente, on est contente. Et on est capable, je pense, Franchement, je pense qu'on est capable de surmonter n'importe quoi aujourd'hui. Et moi, avec ma fille, c'est pareil. C'est-à-dire que ce sont des liens super... C'est ça, super liquide. Je pense que c'est ce que nous a apporté ma grand-mère, qui est décédée au mois de mars. Donc c'est un peu nouveau pour nous de plus être avec elle, de plus être 4 générations comme ça réunies. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que ma grand-mère était sur le point de mourir au Vietnam, et que ma mère a décidé de la ramener, et que j'ai décidé d'aller les aider. Donc ça s'est fait comme ça. Et puis en fait, il y a 6 ans, on a ramené cette grand-mère qui ne parlait plus, ne marchait plus, ne mangeait plus, rien. Et puis cette grand-mère, en fait, renaît de ses cendres de manière... moi, je dirais miraculeuse, mais pour ma mère, c'est pas du tout un miracle, parce qu'elle est médecin et qu'elle lui a donné tellement d'amour, de soins, qu'en fait, ça a refait vivre ma grand-mère, qui a eu sa chance, en fait. À 90 ans passés, elle a eu sa chance, on lui a donné une chance de vivre sa vie. Et donc, du coup, au bout de 2 mois, elle s'est mise à danser jusqu'à 2 heures du matin, elle est retombée amoureuse, enfin... Ouais, c'est très, très beau à voir, d'ailleurs. C'est vrai. C'est vrai que du coup on a les traces de tout ça, de toute cette vie foisonnante et dans les rivières, mais surtout son retour, je l'ai compris beaucoup plus tard en montant le film. Son retour parmi nous, c'est un retour qui a liquéfié toutes les relations qui avaient été cristallisées, et les relations notamment névrotiques qui avaient été cristallisées par nos départs successifs, donc départ géographique, quand il y en a une qui quitte le bercail familial, quand une autre quitte la France pour retourner vivre au Vietnam, quand les conflits fait qu'on se quitte mutuellement dans nos relations parce qu'on ne peut plus les tenir. Et en fait, son retour à la vie a liquéfié toutes ces cristallisations pour refaire couler tout ce qui était bloqué, quoi. Donc c'est une fois que c'est liquide, en fait, et c'est Björk qui dit ça. Elle dit Björk, elle dit il faut avoir le courage de rester liquide, et c'est exactement ça. Une fois que tu as ce courage-là et que t'as vécu ces aventures qu'on a vécues, ou que tu les as provoquées aussi, et tout devient liquide et simple, en fait. Donc même quand il y a un conflit, en fait, il se dissout par la parole et par la bienveillance aussi qu'on a les unes par rapport aux autres. Quand elle vous a parlé de son projet de filmer, vous avez accepté tout de suite, même en sachant que ça pouvait révéler peut-être des secrets difficiles, des parties de votre vie pas forcément qui étaient pour l'instant dessus? Ça a été terrible pour moi, terrible. Parce que, vous avez regardé le film. Je vais pas vous demander de vous mettre à ma place, mais ça a été terrible parce que je ne voulais naturellement pas du tout. C'est-à-dire, en fait, j'étais pour au début, qu'elle fasse le film, mais je ne savais pas qu'on allait parler de ma vie, en fait. Et c'est là où ça a été terrible. C'est-à-dire, dès qu'elle a commencé, le montage, etc. Donc, ça a été difficile parce qu'en plus, comme nos relations étaient en dehors de ce film déjà difficiles, étant donné que, avant Maï, il y avait un IVG, après Maï, donc, il y a l'éducation, toute l'éducation que je lui ai donnée, qui n'était pas une éducation, je vais dire très sereine, étant donné que toute mon enfance est passée dans la violence parentale, ce qui fait que je n'avais pas un schéma qui me permet de dire il faut élever les enfants comme ci, comme ça. Donc ceci dit, Maï n'a pas subi aucune violence physique ni quoi que ce soit, mais notre façon d'éduquer, que ce soit son père ou moi, a été très stricte et oui, on peut utiliser le mot violente, dans le sens où
il fallait faire comme ci, comme ça, et donc voilà. Donc si vous voulez, c'était comme très difficile, mais petit à petit, on a pu, donc, disons, grâce au film qui m'a fait, entre guillemets, beaucoup de mal à l'époque, c'est pas si vieux que ça, à l'époque, c'est-à-dire depuis le début, jusqu'à ce qu'il y a 2 ans, quand j'ai vu pour la première fois sur mon ordi, ça m'a fait un gros choc. J'ai dû joindre vite un psy qui en fait m'a aggravé plus qu'autre chose. Donc je dis adios, donc je vous reverrai jamais. Voilà. Donc tout ça pour dire que, mais en fait, voilà, je voulais revenir à l'histoire de ma mère, qui est la grand-mère de Maï. C'est vrai que Maï dit, voilà, grâce à ma mère, etc. Mais depuis, en fait, que ma mère est décédée, je me suis rendu compte que c'est pas tellement grâce à moi. Il y a eu beaucoup de choses magiques qui se sont apparues, qui fait que ce jour, on peut déjà non seulement bavarder ensemble et bavarder avec vous, raconter ma vie, sinon je pouvais même pas imaginer ça. Donc, parce qu'il suffit qu'il y en a une qui va dire un truc pour que l'autre, là on est carrément sur la même longueur d'onde, c'est tout fluide et tout. Pour moi, c'est pas simplement, bien sûr, j'ai pas fait un travail spécialement, j'ai rien fait comme travail, mais je pense que ma mère est là. Et ma mère, elle est là, elle avait compris toutes ces générations, comment sa grand-mère, elle, a souffert, sa mère, elle, a souffert, et donc, naturellement, moi, j'ai souffert, alors qu'elle est très, très proche de ma fille, de Maï, plus que de moi. Donc, elle a compris qu'il y a toujours des problèmes entre la mère et la fille, la mère et la fille, la mère et la fille. Donc, forcément, qu'elle s'entend plus avec sa petite fille que sa fille. Mais elle fait en sorte, justement, que ma fille et moi, on puisse être sur la même longueur d'onde. Donc c'est grâce beaucoup à ma mère en fait. C'est pas grâce à moi tellement. Bon, moi je suis le médecin qui lui donne quelques remèdes, mais si elle tombe, qu'elle s'ouvre le crâne, bon normalement une grand-mère qui s'ouvre le crâne, bon ben voilà, on peut compter les heures, ou alors on appelle vite le SAMU. Là, elle va me sortir la phrase, alors qu'elle ne parlait plus. Est-ce que tu peux me faire une méditation? Ça vient de sa bouche. Donc moi en tant que médecin, je dis, mais oui, mais t'as raison. Bon, je suis méditante, mais j'ai pas pensé. Vous pensez bien que quand le crâne s'ouvre et qu'il y a du sang qui coule sur tout le visage, c'est le SAMU en premier lieu. Mais quand elle m'a sorti ça, j'ai dit, mais oui, mais t'as raison. Donc je laisse comme ça, j'ai mis 3 petits pansements et j'ai médité et hop, tout est refermé, etc. Donc en fait, il y a beaucoup eu donc de choses magiques, de bienveillance, de compassion, d'aide de l'au-delà, de sa mère, de sa grand-mère, on ne sait pas de qui, ou de son père, oui, parce que quand même, elle a eu quand même une fin de vie quand même heureuse, parce qu'elle a été, pour moi, elle a été abandonnée d'une certaine manière par ses parents. Donc, en quelque part, elle est quand même très protégée par ses parents, défunts, si vous voulez. Donc, ma petite contribution, voilà. Oui, voilà. Voilà, bon, une contribution, mais il y a beaucoup l'aide de Maï. C'est vrai que je pense pas. Bon, bref, je vais vous passer ma chère fille. En fait, c'est hyper touchant pour moi d'entendre maman parler comme ça, parce que je sais pas si on mesure à quel point ça a été vraiment horrible. Enfin, le processus, mais tout ce qu'il y avait en dessous, en fait, toute la peine qu'on se traînait depuis des années et avant même de naître, finalement. Donc, c'est un peu miraculeux tout ça pour nous. Mais si tu veux, quand tu regardes le film, je pense qu'on voit assez bien que tout le monde est totalement partant pour être filmé. Tu vois, parce qu'en fait, au début du film, le processus, c'était juste de documenter le retour de ma grand-mère. Donc l'histoire d'une femme qui tout d'un coup décide de renaître et puis qui y arrive. Et donc c'était quelque chose d'assez léger comme ça. Et en fait, on a eu un processus magique, mais en même temps terrible, de voir ces images et du coup de les monter. Et en fait, en les montant, moi, je voyais des messages qui remontaient. Parce que quand tu filmes, c'est pas comme quand t'écris. Quand tu écris, tu vois, t'es dans une subjectivité qui est totale.
dans ce que tu ressens, dans ce que tu vois et dans ce que tu retiens. Quand tu filmes, il y a une partie qui est subjective, puisque tu vois, je filme une chose et pas une autre. Je cadre d'une manière et pas d'une autre. Mais ce qui est dans mon cadre est objectif. Donc quand tu revois les images, tu vois que les gens étaient positionnés comme ça, qu'ils avaient telle énergie, qu'ils avaient tel vêtement. Tu vois, il y a une scène où ma mère et ma grand-mère se disputent. Ma fille est en train de faire une méditation derrière. Je peux pas l'inventer, ce truc. Tu vois ce que je veux dire ? C'est clair, elle est forte cette scène. Et ces images, en fait, elles étaient plus complètes que mes souvenirs. Tu vois ? Et donc, du coup, en fait, elles me remontaient des informations que j'avais pas du tout en souvenir. Et donc, moi, j'ai compris ce que nous avions traversé, ce que nous avions vécu en montant le film. Et c'est montage après montage que je montrais à maman, au fur et à mesure, qu'on se disait, mais attends, mais c'est énorme, en fait, ce qu'on est en train de dire. C'est énorme, ce qu'on est en train de révéler. Et donc, du coup, toutes les deux, on avait envie, et en même temps, on avait très, très peur. Parce que ce qu'on était en train de faire, c'était de révéler nos propres histoires au moment même où elles se révélaient à nous. Tu vois, c'était très magique comme processus. Et ce qu'on était en train de faire aussi, c'était, d'une certaine manière, de reprendre cette mythologie familiale-là, pas à notre compte, mais en tout cas d'avoir notre propre histoire. Et ça, en fait, c'était quelque chose qui était très puissant parce que jusque-là, en fait, les histoires, elles étaient racontées par les hommes sur nous. Et ces histoires, c'était que nous étions des femmes maudites. Oui, c'est ça. Alors que quand même, c'est tout sur... c'est eux qui racontent votre histoire à vous, les femmes. Exactement. Et en fait, ça, je m'en suis rendu compte après en le publiant, en le partageant et en faisant les débats parce que avant le Covid, avec maman, on faisait les débats avec le public. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a plein de femmes à qui on raconte ça. Il y a plein de femmes qui viennent me voir ou qui m'écrivent des messages et qui me disent « Mais moi aussi, on m'a dit que je venais d'une lignée de femmes maudites. » Et ces femmes, elles sont pas que vietnamiennes, hein. Elles sont françaises, elles sont espagnoles, elles sont colombiennes, elles sont japonaises, elles sont marocaines. C'est incroyable. Et c'est en fait un narratif hyper répandu. Et dans mon cas, tu vois, moi j'avais une maman qui me disait mais c'est n'importe quoi ces histoires, tu sais bien que c'est n'importe quoi. Mais moi je croyais pas du tout que c'était n'importe quoi. J'étais totalement sous l'emprise de cette croyance. Et donc être mère, quand j'ai fait cette dépression parce que j'avais peur d'être une mauvaise mère, c'était ça aussi. C'est être sous l'emprise de cette croyance que tu vas mal faire et que tu vas provoquer de la souffrance. Et que t'es bonne à rien, quoi, hein, tu vois. Et quand tu donnes la vie, en fait, c'est affreux de penser ça. Et est-ce que tu avais la sensation aussi d'avoir la peur de répéter un schéma que tu connaissais? Parce que pour ceux qui auront vu le film, on comprend plus ou moins dans le film que vous, Gloine, à un moment, vous êtes partis ou Justement, j'allais vous parler de ça, que vous posez la question juste au bon moment. Effectivement, voilà, bon, alors je ne sais pas si c'est parce que Maï ne voulait pas trop, dire pourquoi elle avait peur d'être la mauvaise mère, enfin une mauvaise mère, mais en fait c'était évident que elle était traumatisée par le fait, surtout, comment tu as pu partir comme ça? Donc voilà. Donc, et en fait, comment vous expliquer? Quand j'étais mère, j'étais très immature. Voilà, je suis mère parce que j'ai été à la maternité, j'ai accouché, que j'ai des enfants qui s'appellent des enfants. Voilà, c'est comme ça, je suis une mère. Mais en fait, je ne suis pas une mère en tant que mère, j'ai préparé tout ça. Et voilà, c'est pas une, comment dirais-je, c'est pas une protection. Ceci dit, je protégeais, mais à ma manière, qui n'était pas forcément une protection. Ce qui fait que, donc comme je n'étais pas mature du tout, parce que c'est pas la faute d'avoir des enfants ou pas, mais c'est pas une faute non plus, mais je ne sentais pas que j'étais en sécurité avec mon ex-époux, voilà. En fait, c'est pas parce qu'il est violent ni quoi que ce soit, mais simplement parce qu'il n'avait pas le schéma que j'attendais, c'est-à-dire qu'il doit ressembler à mon père. Mon père qui était à l'époque dans ma tête mon protecteur, etc., qui en fait était plutôt voilà
mon protecteur, killer ou tout ce qu'on veut. Bon, bref, voilà, tout ça c'était pour dire que quand c'est inconscient, on pense toujours que celui qui vous fait du mal est celui qui vous protège. Vous savez, il n'y a pas de frontière entre les deux. Donc du coup, quand j'ai rencontré mon mari, celui qui est défunt, le français, que je porte le nom, et ben j'ai cru, voilà, c'est lui. Donc je l'ai rencontré, c'était un patient à moi. Donc il fallait que j'aille j'aille avec lui parce que c'est lui mon protecteur. Donc du coup, ce n'est pas que écoutez les enfants, ciao, je m'en vais c'est parce que j'étais peut-être pas encore mère, voyez. J'étais la personne qui a accouché de 3 enfants, mais j'ai enfin finalement trouvé le protecteur, mon père entre guillemets, qui va me protéger. Donc il fallait que j'aille parce que j'étais dans une situation d'insécurité, mais terrible, qui fait que, ayant 3 enfants, bon, j'ai les élevés, j'ai frappé aucun des enfants, mais comme une mère très immature, vous voyez ce que je veux dire. Pourtant, voilà, je les ai emmenés à l'école, etc. J'ai fait comme chaque maman, mais quand mon dernier avait 3 ans, donc Maï avait 10 ans, donc l'âge des chocs, hein, voilà, 9, 10, 11 ans, c'est l'âge des chocs. Donc je suis partie, c'est pour ça qu'elle a été très traumatisée par plus que les 3 autres. Et par ce départ. Vous êtes partie combien de temps ? Donc en fait, je suis partie, voilà, c'est curieux parce que pendant la projection, après la projection, les gens me demandent toujours cette phrase. En fait, voilà, c'était, vous savez, je ne sais pas si vous savez, mais voilà, quand on est divorcé, le juge, voilà, je me suis battue, mais à l'époque, vous savez, il y a 60 ans, c'est pas comme maintenant, celui qui a quitté la maison, ne peut pas avoir la garde. Donc, je suis contente d'avoir récupéré mon dossier de divorce pour montrer aux enfants comme quoi je me suis battue comme une malade, mais je n'ai pas eu la garde. Mais la garde, à partir de la sortie de l'école, donc j'allais les chercher à l'école, je les gardais jusqu'à 8h, enfin 7h30, 8h, jusqu'à ce que les ramener à la maison, ils dînent, le père arrive, etc. Voilà. En fait, je les voyais tous les jours, un week-end sur 2, la moitié des vacances, c'est-à-dire je suis pas partie dans le sens je l'ai jamais revu, vous voyez ce que je veux dire. Et nos 2 maisons sont à côte pas très loin, on est à 5 minutes d'une maison à une autre. Et mais donc ça s'est continué jusqu'à maintenant, voilà, c'est-à-dire c'est pas que, alors après naturellement Maë est venue en garde avec moi à l'âge de 14 ans. Où ça a été pas terrible pour elle parce que voilà, c'était la séparation avec ses 2 frères surtout, c'était une fratrie bien, donc c'est pour ça qu'elle a parlé de toute la trahison et que je n'avais pas compris tout ça, vous voyez, il a fallu qu'elle m'explique. Je dis quelle trahison, il a fallu qu'elle m'explique, mais oui, t'es parti, etc. Puis après, bon, sans vouloir dire, entre guillemets, du mal de mon ex avec qui je m'entends très bien maintenant, donc voilà, comme la femme est partie, laissant le mari, donc vous pensez bien que les hommes ne vont pas beaucoup accepter ça. Donc, au niveau des enfants, ça n'a pas été terrible, l'image de leur mère, voilà, je vais dire ça comme ça. Donc du coup, étant donné ils étaient quand même très jeunes, 3 ans, 10 ans, donc quand on a, allez, je veux dire, un petit, entre guillemets, bourrage de crâne, ça n'a pas été terrible pour les enfants. Donc du coup, c'est vrai que dans la tête des enfants, ils avaient cette image, et puis dans la tête, c'est notre maman nous a abandonnés, alors que je les voyais tous les jours, je partais en vacances avec eux, etc. Mais bon, c'était pour dire que, voilà, mais maintenant on n'a plus ça, maintenant on a tout résolu notre problème, voilà, voilà, et on est dans le travail de l'accueil, comme quoi ils avaient une mère immature, mais que, bon voilà, je veux dire par là, c'est pour ça qu'à la sortie du film, ça a été terrible pour moi, parce qu'à chaque fois, je disais à Maï, c'est pas normal, tu parles pas de ton père, ce qu'il vous a fait, etc. On dirait que là-dedans, c'était que de ma faute. C'est bien après que Maï m'a expliqué que, en fait, c'est pas que je n'ai pas parlé de papa ou pas, c'est l'histoire des 4 lignées.
Mais bon, pour moi, en tant que la personne, entre guillemets, fautive dans le... Voilà, c'est la fille qui est partie, qui a laissé ses gosses avec, en plus, un autre homme, etc. Donc ça a été terrible. En plus, avec l'histoire de son père. Enfin bon, il me restait qu'une chose à faire, creuser un trou et puis m'enterrer là-dedans. Puis ciao tout le monde, adios, voilà. Et en fait, mais avec le recul, j'avais compris qu'elle avait besoin d'écrire tout ça pour s'en sortir. Donc en fait, elle avait beaucoup de souffrance, Maï, comme les deux autres. Donc il fallait qu'ils disent ce qu'ils avaient. C'est pas forcément la vérité, mais c'est leur réalité. Et ce qui compte dans toute thérapie, dans toute histoire, dans toute souffrance, c'est ce qu'ils ressentent, c'est leur réalité. Et donc pour ça, j'ai accueilli. Voilà, même si voilà les psychologies, tout ce qu'elle a écrit, le film, voilà, je sais que tout ça c'est très bien. Mais je n'ai pas encore lu un seul mot. J'ai très peur. Donc j'ai donné les photos, mais je mets de côté et je vais lire. Mais j'ai pas encore lu, j'ai pas encore regardé le film. Donc je suis encore quand même dans une situation un petit peu... je peux pas dire que je suis super costaud, je suis quand même assez fragile. Donc je suis pas encore prête. Pas parce que de dire « Ah, elle m'a fait... » C'est pas du tout. Mais de m'accepter, c'est-à-dire comme je suis en train de faire un travail où je vais dire c'est pas de ma faute, écoute t'es comme ça, c'est pas grave. Donc si je commence à lire tout ça et regarder le film, vous voyez, voilà, je vais chercher un colt vite fait quelque part, et je me tire une balle dans la tête et puis c'est terminé. Donc je veux pas trop m'enfoncer, m'enterrer non plus, vous voyez, mais je suis contente, donc je fais la pub à toutes mes patientèles, du journal, de ci, de ça, mais derrière, je lis pas. Voilà. Mais en fait, tu l'as vu le film et tu l'as vu dans une étude. Parce qu'en fait, quand j'ai fait le film, la dernière chose que j'ai faite, c'était la voix off. Parce que il fallait que cette voix off, il fallait que chaque mot soit exact, quoi. En tout cas, dans ce dont maman parle, ma réalité, mais qu'en même temps, cette réalité soit communicable. Et donc, maman, elle m'a beaucoup aidée sur la voix off, pour mettre les mots qui allaient être compréhensibles. Mais elle l'a pas vu. Du coup, elle a vu toutes les versions, y compris la dernière, mais elle l'a pas vu en tant que spectatrice. Elle l'a vu en tant que. J'ai regardé avec un seul œil. Non, mais c'est vrai, hein. Ouais. Je regarde. Et les oreilles, pas Ouais. trop. Et en bouchant C'est les ça. oreilles. Ah, voilà. C'est vrai, hein, j'ai très très peur. J'ai très peur. Donc c'est vrai que je me suis expliqué avec Maï. Maï me dit oui, c'est pas la peine, je vais pas faire un deuxième film parce que tu n'aimes pas mon image, enfin c'est ma façon de filmer. Je dis mais pas du tout, ton film est magnifique, etc. C'est simplement que j'ai peur de me voir. Déjà, je ne m'aime déjà pas. Alors si je regarde là-dedans, alors je vous dis même pas quoi. C'est vrai que c'est une épreuve pour tout le monde, hein, se regarder à l'écran, entendre sa propre voix. Et voir... c'est sûr, c'est difficile. Alors que je préfère être Grace Kelly, vous voyez. Et Maï, est-ce que ta grand-mère l'a vu? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'elle en a pensé? Quand je l'ai elle a dansé parce que elle disait, je l'ai filmé. J'existe. Elle avait dit ça. Elle a sauté comme ça devant l'ordinateur quand elle a vu. Elle me dit mais c'est moi, mais j'existe. Oui, elle a dit je suis quelqu'un. J'ai trouvé ça incroyable parce que c'est voilà toute sa vie, on l'a entendu dire moi je suis rien, je suis moins que rien. Je suis orpheline, je gagne pas d'argent. Je suis zéro. Elle disait souvent ça, elle disait je suis zéro, je suis moins que rien. Donc c'était il y a quelqu'un qui a fait un film aussi, Eric Cavadaka, qui a fait un film sur sa famille, une enquête sensible comme ça sur sa maman et sur des fantômes de famille. C'est un film qui dure 1 heure à peu près, qui s'appelle Carré 35, qui est magnifique. Et lui, dans ses interviews, il parle de déshumilier le passé. Et maman, elle m'a dit quelque chose comme ça aussi de très beau. Elle m'a dit, j'ai plus peur de rien maintenant. Alors qu'en fait, j'avais peur de plein de choses, j'avais honte de plein de choses, et maintenant j'ai plus peur de rien. Et ce film nous a permis ça, de devenir quelqu'un, quoi. Voilà, de plus nous cacher, de plus être. Ouais.
Oui, je voudrais ajouter un petit détail. Dans le film, il y avait la scène où il y avait la dispute, là. C'est parce que, comme elle n'a pas arrêté toute sa vie de dire, voilà, je suis orpheline, il n'y a personne qui ne m'aime. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai dit, mais écoute, ton père t'a laissé tomber. Donc, maintenant, bah là, c'est bon, basta, pense un peu à nous, est-ce que tu as pitié de moi, etc. Donc, c'était pour vous dire que, en fait, j'ai été élevée quand même par une mère qui a toujours dit que nous, les femmes sans hommes, on n'est rien, on est zéro, etc. Donc forcément que moi, tout ce que je fais, bon, je vais trouver ça normal, rien, alors que les autres trouvent ça super, etc. Vous voyez, donc voilà, il y a quand même toute influence de l'éducation de ma mère sur moi. Par contre, je ne pense pas avoir dit à Mike qu'elle est... Au contraire, c'est toujours l'inverse. Et jusqu'à ce jour, je la trouve tellement merveilleuse, ma fille, donc forcément, voilà. Emma, il y a un aspect dont tu parles beaucoup dans les podcasts, notamment de Génération XX et dans le podcast Kif Taras, sur le fait que toi, tu n'avais pas du tout vu qu'il y avait un côté de la lignée vietnamienne, qu'il y avait ce côté de vous. À quel moment est-ce que maintenant, tu as la sensation que ton histoire, elle est aussi liée à vos origines ou est-ce que tu n'as pas du tout conscience de ça et c'est juste le regard des spectateurs qui t'y a fait penser? Alors, pour être tout à fait exact, c'est un tout petit peu différent de ça. C'est-à-dire que je me suis toujours sentie vietnamienne et notre histoire, je la trouve très très vietnamienne. Notamment dans ces histoires de fantômes, dans cette forme de spiritualité pratiquée, familiale, le culte des anciens. Moi, je trouve que c'est une histoire qui est très très vietnamienne. En revanche, ça n'a pas été problématisé. C'est pas une problématique pour moi. J'ai toujours, ça a toujours été intégré chez moi. Pour mes parents, certainement que je pourrais être un peu plus vietnamienne. Et effectivement, quand j'arrive au Vietnam, on sait tout de suite que je suis pas vietnamienne. Mais mon origine vietnamienne et la culture de mes parents, pour moi, ça a toujours été merveilleux, quoi. Ça a toujours été quelque chose qui m'a différenciée, qui m'a enrichie, qui m'a singularisée. Donc ça n'a pas été posé comme une problématique à résoudre dans le film ni dans ma vie. C'est dans ce sens-là que je dirais que j'ai pas que ça n'est pas spécialement un film asiatique dans le sens où il n'a pas une revendication qui va dans ce sens-là. C'est vraiment un film qui parle beaucoup de la problématique d'être mère, d'être fille ou d'être l'enfant d'une mère, même plus que d'être mère, et qui parle beaucoup des femmes, mais qui ne problématise pas le lien à la culture vietnamienne. Parce que ça n'a pas été une problématique pour moi. Alors, donc on comprend dans le film, toi tu parles pas vietnamien. Non. Est-ce que Ong Loan, c'était un désir de votre part de pas lui apprendre, de pas transmettre cette langue maternelle? Comment est-ce que vous l'avez vécu par rapport à vos enfants? Pas du tout. J'aurais bien voulu leur apprendre le vietnamien. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai que je parlais vietnamien avec leur père, mais je ne sais pas. Peut-être parce que voilà, c'est Mike qui va répondre là. En fait, le vietnamien, c'est ma langue maternelle. Donc moi, j'ai commencé en parlant vietnamien avec mes parents, qui ont commencé aussi à m'apprendre le français quand je suis allée à l'école, en vue de mon intégration scolaire. Et en fait, en arrivant à l'école, mon père a estimé que je ne parlais pas assez bien vietnamien, et donc mes parents ont décidé d'arrêter de me parler vietnamien parce qu'à l'époque, on encourageait les familles à ne plus parler une langue étrangère au français. Et alors déjà, on sait depuis qu'en fait, c'est un choix politique de déraciner les gens, en fait, pour qu'ils s'intègrent mieux. Et ensuite, on sait au niveau linguistique, maintenant, que apprendre plusieurs langues pour un bébé et un enfant, en fait, même s'il présente quelques difficultés au départ, c'est super bénéfique pour lui après. Et qu'il développe c'est fou parce que cette lignée maternelle, elle est importante. Enfin, cette transmission. Ah, mais pour moi, c'est un truc énorme. Parce que ça, c'est un arrachement. Enfin, c'est la langue maternelle, ma langue maternelle que je ne parle plus. Donc, c'est un arrachement et une demande aussi formulée principalement par mon père, d'ailleurs. Plus que...
Ouais, tu te rappelles pas ça, hein. Principalement par mon père. Ce n'est pas de ma faute. Une demande, une injonction à m'adapter. Donc c'est un truc d'hyper-adaptabilité et qui est aussi très très propre à cette vague d'immigration vietnamienne d'adapter les enfants par l'assimilation. Donc oublier une partie de là d'où ils viennent et aujourd'hui c'est plutôt quelque chose dont on se mord les doigts. On est tous très très tristes que je parle plus vietnamien, que je puisse pas le parler à mes enfants. Ça c'est un grand regret, ouais. Et puis du coup moi ça m'a obligée à toujours traduire d'une certaine manière. Alors c'est bien, ça m'a aussi demandé de m'adapter pour rendre ce que je voulais dire communicable. Parce qu'en fait, même quand j'ai appris l'anglais après, mes profs me disaient, on a l'impression que même quand tu fais, je sais plus que les thèmes et les versions, tu sais, il y a une version où tu dois traduire en anglais et une version où tu dois traduire le texte en anglais vers le français. Et ben moi, j'étais super nulle dans cette version-là. Ce qui me disait, mais on a l'impression que tu traduis une autre langue encore, que tu retombes pas sur tes pieds sur ta langue maternelle. Et je leur disais, effectivement, le français n'est pas ma langue maternelle. Donc, ouais. Donc ça, dans la maternité, ça a été un gros arrachement et je pourrais pas y revenir. C'est-à-dire que quand je vais au Vietnam, je peux parler un vietnamien d'un enfant de 3 ans, tu vois. Et encore. Et dans la culture vietnamienne, on sait que le poids de l'honneur, il est très fort. Oui. Est-ce que toi, ça a joué chacune de vous dans la construction ou dans la façon de faire le film ? Ouais. En fait, il y a eu plusieurs points de basculement dans les rivières. Mais l'un des points de basculement, ça a été de comprendre que cet honneur, c'était pas moi qui étais en train de le salir en faisant un film. C'est d'autres personnes qui ont manqué à leur devoir et que cet honneur, en fait, on est plutôt en train de le rétablir que de laver notre linge sale en public, quoi. Et puis le point de basculement, ça a été de comprendre qu'en fait, il faut garder la loyauté par rapport aux anciens, mais il faut transgresser le système familial s'il a été perverti. Et ça, c'est totalement différent. Je sais pas si c'est très compréhensible, mais en fait, lorsqu'on est dans une famille, et c'est pareil dans une société plus large, en fait, il y a des lois invisibles, notamment la loi du silence dont tout le monde parle en ce moment, mais qui est très très forte dans les familles, où on ne dit pas les choses, où on garde les secrets, où on évite les sujets qui fâchent, où on met sous le tapis pour pouvoir passer les Noëls ensemble. Tu vois, où en fait la loi du silence est très très forte dans les familles. Donc du coup, faire un film, c'est transgresser la loi du silence, tu vois. Mais donc il faut vraiment trouver le point d'équilibre où tu transgresses la loi familiale, tout en chérissant, en honorant les anciens qui ont fait de leur mieux. Et tout le monde n'a pas compris dans la famille et tout le monde ne comprendra pas dans la famille. Ça, je me suis assise dessus. Mais du coup, il y a eu un moment où ça a été très problématique dans la famille parce que c'est comme si je prenais le pouvoir sur la famille, vu que j'allais raconter mon histoire. Mais on n'est plus fâchés parce qu'ils ont compris que j'avais le droit de raconter mon histoire et qu'on était liés et que donc effectivement en racontant mon histoire j'allais raconter une partie de la leur. Donc il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre et puis en fait ça change rien. Ça change rien au fait que je le fasse et ça change rien au fait qu'on s'aime toujours. Mais ça c'est vrai que ça a été difficile. Vous en pensez quoi, vous, Angloane ? Oui, c'est difficile parce que ce jour, on est toujours deux camps dans la famille. Mais bon, c'est pas tellement lié, mais quand même. Parce que dernièrement, j'ai quand même vu mon frère, donc voilà, j'ai expliqué un petit peu. Et donc, ah non, pour moi, voilà, l'image de papa, je la garde, c'est toujours une très belle image que ci, que ça. Donc, il ne tenait pas compte donc du tout de ma souffrance. Et partant de là, avec en plus le décès de ma mère, où voilà, les cérémonies ne sont pas faites comme il aurait voulu que ça soit, donc c'est un peu compliqué. Donc ce jour, je ne sais pas si on est fâché ou pas fâché, il n'y a pas donc de communication.
j'ai reçu un dernier SMS, là, où, bon, mais un mail plutôt, où ils m'ont envoyé, voilà, une publicité, quelque chose, mais peut-être que c'est pour renouer le contact. Mais moi, tout ce que je sais, c'est que ma mère est là, enfin, est là, sa présence spirituelle, qui fait que quelles que soient les difficultés qu'on va rencontrer, ça va se dissiper aussi vite, parce qu'elle est magique. Et comme ma mère a toujours, son but, c'est qu'on s'entende bien, c'est qu'il n'y ait pas de problème entre nous, et qu'elle est partie dans de bonnes conditions. Je veux dire, c'est pas parce que j'ai déjà vu des funérailles où les gens arrivent encore à se disputer devant la dépouille et qu'après, derrière, bon, il y a toujours des dégâts au secours. Donc, tout ça, je crois beaucoup que tout ça, ça va s'arranger. Je crois qu'en fait, il y a un truc, quand j'entends maman, ça me fait réfléchir sur cette histoire d'amour inconditionnel, en fait. Parce que, si tu veux, quand j'arrive avec un projet comme Les Rivières, évidemment que tout d'un coup, c'est comme si je pose mes conditions. C'est-à-dire que de toute façon, je vais le faire, ce film. Quoi que vous en pensiez, et quel que soit votre désir de me faire taire. Ça va arriver, ce projet va arriver. Et ce projet va arriver non pas parce que je ne vous aime pas, non pas parce que je vous défie, mais parce que pour me compléter humainement, je ne peux pas faire autrement, en fait. Ça n'est même pas un choix. Et du coup, ce que je leur demande, c'est de m'aimer même si je parle, et donc de m'aimer inconditionnellement. Et ils ont le droit de ne pas le faire, mais je pense que c'est aussi à ce moment-là où je fais basculer une autre chose dans notre famille, c'est que la loyauté maintenant, elle est vis-à-vis des vivants et des enfants. Je le fais parce que je veux plus que cette loi du silence ne protège pas nos enfants. Et jusqu'à maintenant, en fait, la loyauté qu'on avait était vis-à-vis des anciens. Et donc les anciens, même s'ils étaient pervertis et qu'ils faisaient n'importe quoi, il fallait se taire et respecter ces anciens. Or, en fait, on les respectait pas, on avait juste peur d'eux. Et ça n'a rien à voir avec le fait de les respecter. Parce que moi, je suis persuadée que tout ce travail qu'on a fait, c'est ce travail qui nous a permis de respecter mon grand-père, malgré ce qu'il avait fait. Donc, mais de plus avoir peur de lui et de plus transmettre cette peur à nos enfants. Et donc, à partir du moment où on dit, à partir de maintenant, cette famille, elle va avoir une loyauté vis-à-vis des générations qui arrivent, elle va les protéger, elle va les élever, elle va les encourager et elle va les préserver. Et bien tout d'un coup, en fait, toute la mythologie familiale, elle bascule de l'autre côté. Et ce film, il est là pour ça aussi. Et j'espère, et en tout cas, c'est ce qu'on me remonte aujourd'hui, les hommes et les femmes qui m'écrivent. Quand ils m'écrivent, ils m'écrivent souvent par rapport à leur maman. Et c'est ce truc qui est en train de basculer et qui donne du courage, j'espère, aux gens qui voient Les Rivières. C'est que vous pouvez être dans une certitude absolue que votre famille, c'est n'importe quoi et que c'est terrible et qu'il y a beaucoup de souffrance et que machin truc. Et ben en fait, avec du travail et un peu de foi, il y a tellement d'espoir, il y a tellement de bienveillance, il y a tellement d'amour possible aussi, que accrochez-vous, quoi. Oui, c'est vrai. C'est vrai, ça c'est mon expérience personnelle, c'est-à-dire la transmission de la peur, de l'abandon du côté maternel, enfin du côté de ma mère, et la violence, la maltraitance du côté du père. Donc, je veux dire par là que c'est un sacré héritage destructeur, mais justement, par l'amour, la compassion, c'est-à-dire je suis en paix avec mes parents, voilà, la compassion surtout, et la bienveillance, l'amour inconditionnel, oui, je crois que c'est le mot, c'est exactement ce que Maë dit, mais on arrive à dépasser complètement ça, et donc à finir à se dire, il n'y a pas de peur à avoir, ni il n'y a pas de violence, parce que en ce moment, il n'y a pas de violence. Donc voilà, donc en fait, avec l'amour, tout passe en fait. Ouais, et je suis contente parce que ma petite fille s'appelle Tam, qui est quand même l'âme et le cœur. Et je crois que c'est son emblème.
Angloane, il y a un aspect dans le film qui est abordé et qui est un des aspects difficiles du film. Comment est-ce qu'on dit à ces enfants qu'on a vécu un traumatisme qui s'apparente à l'inceste et qui déclenche des choses très difficiles? Comment est-ce que vous avez fait pour parler de ça à votre fille? Alors voilà, donc c'est ça le gros hic en fait du film qui fait que même ce jour, je n'ai pas encore regardé complètement enfin le film comme comme quelqu'un qui va regarder un film ou lire tout ce qui concerne les rivières. Donc je ne suis pas encore capable parce que c'est ce côté-là en fait. Voilà. Donc en fait c'est ce côté qui fait que je ne m'aime pas. Voilà, que ce soit mon image là-dedans, mon histoire, ce que je fais à ma mère ou pas, je me trouve voilà, exactement comme ma mère, nulle, zéro pointé, etc. Alors que les autres disent mais t'es bien, machin, voilà, t'es un héros. Enfin bon, bref, je ressens rien de tout ça. Donc tout ça, c'est pour dire, c'est ce point-là est le point noir. Et effectivement, au début, quand Mai avait fini son film, a commencé à me faire projeter le film sur l'ordinateur que je puisse regarder. La première chose c'était est-ce que comment ça se fait que les enfants sont là et sont au courant? Donc pour moi c'est d'abord bien sûr, c'est un choc. Je n'ai rien raconté à personne. C'est le fait d'apprendre par ma fille que les autres sont au courant. Donc voilà. Donc ça a été un très gros choc pour moi de savoir que les autres et surtout mes petits-enfants. Donc en tant que d'abord parce que qu'est-ce qu'ils en pensent de leur grand-mère premièrement et deuxièmement comme ils sont jeunes, donc leur cerveau est jeune et neuf et qui puisse être traumatisé par un transfert de ma part et qui puisse soit un jour non ils allaient regarder le film. Voilà, pas encore. Voilà, ils étaient devant l'ordinateur, ils allaient regarder, puisque Léo a dit bon, je peux rester devant et regarder le film. Donc, dans ma tête, ça veut dire et puis tu avais dit oui, bien sûr, tu peux rester. Et c'est là que j'ai dit oulala, mais il faut qu'elle aille dans la chambre, il faut pas. Donc, mais dans ma tête, c'est que ils auraient pu le voir. Donc, c'est toujours, vous voyez, c'est comme le syndrome des rescapés. J'aurais pu mourir. Donc, ils auraient pu le voir. Donc, mon Dieu, s'ils avaient vu ça, mais qu'est-ce qu'ils en pensent de leur grand-mère? Puis, deuxièmement, ils auraient subi un choc sans rien dire. Et donc, plus tard, ils risquent aussi, donc, de reproduire soit, inconsciemment, le même schéma en ayant subi un autre type d'inceste ou, au contraire, subir un traumatisme alors qu'ils n'ont pas vécu ce problème. Donc, de toute façon, ils vont être traumatisés par ça. Donc voilà. Donc ça a été très 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 difficile. Donc après, donc j'ai eu une période donc très très difficile pendant plusieurs mois où je dû voir le psy, etc. Comme je vous avais expliqué, par rapport à, justement à ce côté-là. Mais maintenant, voilà. Bon, je vois ma patientèle, même si mes patients me disent « Ah, maintenant je vous regarde et je vous vois pas comme le médecin. » Mais vous voyez, ils continuent quand même à me voir. Ça veut dire qu'ils ne sont pas choqués par cette image ou ne sont pas... voilà, donc ils ont toujours cette confiance. Voilà, donc voilà, ils disent l'inverse. Voilà, exactement comme Maë vient de le dire. Donc du coup, si vous voulez... je ne dis pas que je dédramatise les choses parce que dans ma vie actuelle, je suis toujours traumatisée. Comment dirais-je? Bon, inconsciemment, puisque je n'en veux pas à mon père, j'accueille les choses comme elles sont, mais j'ai quand même un problème, entre guillemets, avec les hommes d'un certain âge qui représentent mon père, parce que ils peuvent être ou pédophiles ou autre chose, etc. Donc, ce n'est pas complètement parti. Donc, c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui me hante quand même. Voilà. Et toi, Maï, quand tu l'as découvert, qu'est-ce que ça fait de comprendre que sa mère, elle a été une petite fille et qu'elle a subi des choses? Alors, en fait, tu sais, dans le film, au début, il y a une conversation téléphonique que j'ai avec maman. Et en fait, ça, on a reproduit la conversation téléphonique où ma mère m'a annoncé qu'il lui était arrivé quelque chose. Donc ça, c'était il y a 10 ans. Et c'était juste avant ma séparation avec le père de mes enfants.
Et en fait, moi, j'avais vraiment besoin de comprendre comment une maman qui a des enfants peut partir sans ses enfants. Et en fait, ma mère me dit, mais t'inquiète pas, il t'arrivera jamais ça, parce que moi, en fait, j'étais tellement cabossée, parce qu'en fait, il s'est passé quelque chose. Et moi, quand je l'ai appris, je suis tombée par terre. Je me rappelle, j'étais chez moi, et je suis littéralement tombée par terre. Et c'était un énorme choc, c'était un grand chagrin, et c'était en même temps une clé incroyable qui me faisait comprendre pourquoi ma mère était si malheureuse, ou si triste, ou si violente, ou si... Qui était ma mère, en fait? Parce qu'en fait, quand tu n'as pas cette clé, il te manque quelque chose pour comprendre ta maman, qui est quand même, tu vois, ta maman, c'est un monde, quoi, quand t'as un enfant, tu vois. Et donc, ne pas comprendre ta maman, eh ben, c'est ne pas te comprendre, ne pas comprendre qui tu es non plus. Et donc, quand elle m'a donné cette clé-là, pour moi, c'était aussi une clé de connaissance de moi-même, de notre relation et d'elle, que j'avais pas avant et qui m'a aussi délivrée. Donc, c'est-à-dire que c'était à la fois un énorme trou dans le ventre et en même temps une libération. Donc, ça a été les deux en même temps. Et après, en fait, ce qui s'est passé avec le processus des rivières, c'est que toutes les deux, on ne comprenait pas ce que maman vient de te décrire, c'est-à-dire toutes les deux, on était là. Donc au début, on voulait juste raconter quelque chose sur ma grand-mère, et puis après, c'est quelque chose sur notre relation, et puis après, quelque chose sur ma mère. Et en fait, on voulait parler très très tôt dans le processus de ça, sauf qu'on n'avait aucune idée de ce que ça réveillait chez ma mère et de la peur que ça générait et de son système de loyauté à elle vis-à-vis de mon grand-père. Donc on n'avait pas du tout mesuré en fait que d'en parler dans les rivières allait être un événement, un choc pour elle. Et donc du coup c'était sans cesse un pas en avant, on le fait, deux pas en arrière, mais comment oses-tu raconter ça dans un film? Et puis 2 mois plus tard c'était non, il faut que tu ailles plus loin ma fille. Il faut que tu ailles plus loin, il faut que tu en parles plus précisément, plus frontalement, plus clairement. Et puis après, on faisait un montage. Mais comment c'est possible de parler de ça? C'est pas possible de parler de ça, et etc., etc. Donc, tu vois, c'était vraiment hyper difficile. Mais du coup, l'une et l'autre, à chaque fois, on était dans la sidération totale de ce que le film éclairait de ce traumatisme, tu vois. Parce qu'en fait, une fois que tu as dit un mot, le mot, il recouvre un iceberg, mais énormissime. Et t'as aucune idée, en fait, de ce que t'es en train de faire, tu vois. On n'avait aucune conscience de ce dans quoi on s'engageait. Voilà, je voulais dire quelque chose qui est important. En fait, voilà, ce processus d'avancer d'un pas, reculer de 2 pas, etc., ça vient, en fait, où je jouais, en fait, 2 rôles dans ma vie, en fait, 2 rôles. C'est-à-dire, le premier... voilà, comme ma fille est en train de faire un film, puisque toute mon enfance, je suivais mon père pour aller projeter les films. Donc lui, il était le directeur, donc comme en France, pas l'ORTF, mais pour la censure. Donc mon père est le directeur de la censure. Il n'y a pas un comité, il est le seul du Vietnam. Donc naturellement, il m'emmène depuis l'âge de 7 ans, 8 ans, lui et moi. Donc on est tout seuls, tous les deux, dans le cinéma. Voilà, on n'était que tous les deux, mais bon, à l'époque, attention, hein, les films à censurer, c'est du type Hercule, etc. C'est pas l'amant, hein, donc voilà. Donc, mais ça veut dire quand même que c'était déjà une ambiance où j'étais seule avec mon père. Donc, on censurait les films. Du coup, j'adorais tout ce qui est autour d'un tournage, le film, etc. Donc, du coup, quand ma fille sortait ce film, je voulais, voilà, tu devrais parler comme ça, dire comme ça ce mot-là, parce que le public a besoin de ressentir, palpiter la situation. Donc, d'un côté, voilà, parce que je n'étais pas du tout actrice dans le film,
puis une fois qu'elle me dit oui, Pépé, et toi, hop, ça y est, au secours, non, il faut pas que tu montes ça. Voilà, c'était cette dualité, tout le temps cette ambivalence entre il faudrait que tu montes comme ça, vas-y, voilà, et l'autre côté, oh là là, c'est quoi ça? Donc, vous voyez, donc voilà, donc ça c'était important de comprendre pourquoi il y avait tout le temps cet aller-retour, tout le temps, parce que justement, j'étais tout le temps dans le monde du cinéma avec mon père déjà. Oui, et puis je pense que maman, elle avait justement cette ambivalence de loyauté. C'est-à-dire qu'elle voulait que sa fille fasse ce qui pouvait la réparer et le plus beau film du monde. Et aller aussi. Et puis il y avait aussi ce truc d'aider les autres. Tu te rappelles, on avait ces discussions où, voilà, ce film va peut-être aider une personne, 2 personnes à comprendre ce qu'il est en train de vivre ou ce qu'elle est en train de vivre, qu'on peut s'en sortir. Voilà, et voilà, cette idée d'aider et d'être utile. Donc, tu avais cette loyauté vis-à-vis du projet de moi, ta fille, donc en tant que mère, et puis je pense que tu avais ta loyauté vis-à-vis de ton père oui, et de pas parler de ça et de pas révéler tout ça. Donc, c'était les deux, quoi. Et surtout parce qu'il est décédé. Et parce qu'il est décédé, mais on a le culte des ancêtres, et comme il est décédé, comme mon mari, décédés, on ne doit pas dire du mal des gens qui sont décédés. Donc ça a été très difficile pour moi parce qu'ils vont nous faire payer, etc. Donc vous voyez, il y a toujours voilà, des trucs comme ça, quoi. Ouais. Alors que pour moi, on ne disait pas du mal, on disait juste notre histoire, quoi. Alors ton film, on l'a compris, il a pris 6 années à être réalisé. C'est un vrai processus. Aujourd'hui, on est en 2020. Comment est-ce que chacune de vous allez ? Ah bah bien. On va bien parce qu'en plus, il fait très beau. Il y a un vent terrible. On va faire sauter toutes les moules avec de l'ail, tout ça. Donc, c'est top. Non, ça va bien, ouais. Ça va très bien. Est-ce que vraiment ça a été un tournant toi dans ta vie, ce film, pas professionnellement, mais du coup, personnellement, ça a fait en sorte que tu puisses dire aujourd'hui à 40 ans, je vais bien ? Ouais. Ça a été une révolution dans ma vie, vraiment. Après, ce qui est vrai, c'est que ça a été, comment dire, apprendre à aimer, c'est un processus qu'on n'a pas besoin de faire dans un film, tu vois. Nous, il se trouve qu'on l'a fait comme ça parce que c'est comme ça que ça a pris forme. De se réaliser, d'arrêter de faire des projections. Donc, tu as tout un langage entre le cinéma, la réalisation cinématographique ou documentaire d'ailleurs, et puis la réalisation de soi, le développement personnel et être au plus près de ton cœur et de ton âme. Et ça, c'est le nom de ma fille. Donc, tu vois, il y a plein de choses comme ça un petit peu magiques. Mais oui, non, ça, c'est sûr que ça... Tout le processus de faire les rivières et le processus psychologique et spirituel qu'il m'a fallu faire pour finir le film et tout ce que le film m'a permis de faire pour avancer psychologiquement et spirituellement, oui, c'est sûr que ça a transformé ma vie et la vie de ma mère et de mes enfants, ouais. Pour vous aussi, Angloane, oui, ça a changé quelque chose dans votre vie ? Justement, vous voyez, par exemple, voilà, Ma est arrivée ici il y a 10 jours, voilà, et on est dans la pièce où plusieurs scènes du film sont passées ici, voilà. Donc on est à l'étranger là, et donc si vous voulez, avant qu'elle ne soit arrivée, je ne pouvais pas dire que j'étais très très bien, j'étais seule, et puis naturellement, voilà, je pense à ma mère et puis ma mère, sans vouloir penser à cette phrase, c'est toujours « mais ça sert à quoi que tu as un bel appartement comme ça s'il n'y a pas d'homme ?» Donc toujours cette phrase. Donc à l'époque déjà je me suis disputée « comment ça, moi je suis nulle ou quoi ?» Mais finalement j'avais dit à Maï « tu vois, si je réfléchis bien, elle a quand même raison, hein, parce que tu vois, là, tu vois, je m'ennuie un petit peu parce que voilà, j'ai pris ma retraite récemment et je suis un peu seule ici. Mais en fait, depuis que Ma est arrivée avec ses ses enfants, donc mes 2 petits-enfants, je me sens tellement bien. Et le fait simplement de discuter avec vous, ça me fait aussi beaucoup de bien parce que je me rends compte que, je parle normalement. Je ne sens pas le besoin ou de cacher ou je me sens ou nul ou fautif ou quoi que ce soit. Donc finalement, je suis
très très contente parce que je sais pas de quoi Maï voulait parler aujourd'hui. En fait, je croyais qu'elle voulait parler de l'accouchement, donc je me suis dit mon Dieu. Mais en fait, c'était pas ça. C'est 1000 fois plus intéressant. Et on a heureusement pas parlé d'une seule fois de mon accouchement, donc vous pouvez zapper, il y a rien d'intéressant. Non, mais c'était pour dire que finalement, si je m'en suis sortie, c'est beaucoup grâce à Maï. Et ma relation actuellement avec ma fille donc évolue de façon positive. Et surtout avec mes petits enfants en fait, parce que jusqu'à présent, je suis pas très très proche de mes petits enfants parce que peut-être inconsciemment, qu'est-ce qu'ils en pensent de cette grand-mère, et puis comment on peut être grand-mère. Je parle même pas de mère. Mais hier, je lui ai envoyé un SMS, je lui ai dit, voilà, tu vois, maintenant je prends le flambeau de Mémé, c'est-à-dire ma mère, dont toi tu es le leader du groupe maintenant. Donc, voyez, je suis en train de vous parler, je me maquille pas, alors que normalement, même en post-casse, vous pensez bien que je m'aurais mis déjà 3 tonnes de poudre, et de fard, et de fond de teint, et les faux cils, et compagnie. Donc, c'est quand même exceptionnel, voilà. J'ai même pas mon soutien-gorge, vous voyez. C'est jamais je suis comme ça, jamais. Déjà la première heure le matin, ça y est, les ongles sont peints, machin et tout. Là, rien. Ça veut dire quand même que je vais bien. Et c'est ma dernière question, Maï. T'as voulu montrer 4 générations de femmes. Comment est-ce que ta fille, elle, qui a 14 ans, qui est une adolescente aujourd'hui, elle a vécu tout ce processus et toutes ces découvertes et qu'est-ce qu'elle en a dit? Alors, il y avait plusieurs choses parce qu'il y avait ce qui se passe en off et ce qui se passe dans le film. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que au moment où je filme, parce qu'en fait, le documentaire, il se déroule sur 6 ans, mais il y a 3 années de tournage. Il n'y a pas 6 années de tournage. Mais pendant ces 3 années-là, c'était des années où je filmais tout le temps. Donc en fait, mes enfants, ils ont une mère un peu névrosée qui filme tout le temps, qui cherche des traces, des preuves, qui est en recherche permanente. Et cette recherche, elle est filmée. Donc du coup, pour eux, c'était impensable de pas être filmé par leur mère, puisque leur mère filmait tout. Donc ça, c'est la première chose. Et puis c'était une caméra, on le voit un peu dans le film, qui se balade de main en main, qui se retourne, qui tombe. Donc c'est aussi un personnage du film, cette caméra. Bon, après, évidemment que à un moment donné, ils ont posé des questions. Donc pas en même temps, pas les mêmes. Mais moi, une fois que les questions sont posées, tu donnes des éléments de réponse qui, maman en parlait tout à l'heure, qui fait en sorte de pas les traumatiser, mais qui répondent quand même à des questions qui sont en train de se poser et qui correspondent à leur âge et qui les protègent aussi. D'une certaine manière. Et puis après, il y a eu la découverte du film. Mon fils n'a jamais vu le film encore. Et ma fille, en fait, elle l'a vu 3 fois. Et je me rappelle la première fois, en fait, elle voulait le voir avant que je le diffuse. Et puis elle me disait, mais c'est pas possible, tu peux pas diffuser le film sans que je l'ai vu, ça n'a pas de sens. Et puis le jour J arrive. C'était un 8 mars à la Fémis en 2019. Et puis elle me dit, écoute maman, en fait ça m'intéresse pas, j'ai envie d'aller me promener avec mes copines. Est-ce que tu m'en veux? Et je lui ai dit, mais pas du tout, en fait, vis ta vie. Et en fait j'étais hyper heureuse parce que je voyais que j'avais une fille qui cherchait pas à me protéger. Et je me suis dit, ça y est, c'est en train de se remettre dans le bon ordre. J'ai une fille qui va vivre sa vie de fille de 12 ans, 13 ans, qui va aller avec ses copines jouer et qui se désolidarise parce qu'elle en a juste pas envie. Et puis 1 semaine ou 2 semaines ou pas longtemps après, je la vois qui marche en crave là vers l'ordinateur. Elle met une oreillette puis une deuxième et puis hop, elle lance le film. Donc elle connaissait l'histoire familiale, mais elle lance le film et elle le regarde. Donc elle l'a regardé seule. Et puis ça l'a beaucoup émue. Elle a pleuré. Elle m'a fait des gros câlins. Elle était très très émue. Et puis depuis, elle l'a revu avec des amis. D'abord avec 2 amis proches. Elle avait envie de partager ça. Et puis après avec des amis du quartier. Et puis en fait, elle est fière, quoi. Et je me rappelle quand on a eu nos discussions aussi avec leur père, avec le père des enfants,
pour savoir est-ce que on doit diffuser ce film avec nos enfants dedans. On a eu cette discussion avec leur père parce qu'on se posait la question de leur sécurité, ce que des parents doivent discuter ensemble. Et en fait, on s'est dit, voilà, on les a filmés, le film existe, on y va pas à pas. Donc, effectivement, on prend un risque parce qu'il y a pas de littérature. Il y a pas de littérature pour te dire, voilà, suite à des études sur 40 années sur les parents qui filment leurs enfants, on en déduit qu'il faut le faire ou pas le faire. C'est vraiment du cas par cas. Moi, j'étais très inspirée par Salimane, qui est une photographe qui m'a beaucoup inspirée, qui a toujours mis en scène ses enfants dans des scénographies, des situations beaucoup plus controversées que les miennes. Mais voilà, ça faisait partie de notre relation. Et puis Tam, elle nous a dit un truc vachement beau. Elle nous a dit, mais en fait, ce film, c'est déjà plus nous, quoi. Et en fait, j'ai trouvé que c'était hyper sage et que c'était ça, en fait. Le film, c'est déjà plus nous. Ces conflits, c'est plus nous. Ces âges, c'est plus nous. Par contre, ce film participe à qui nous sommes aujourd'hui. Donc, oui, on le fait. Et donc, du coup, ça s'est fait comme ça. Et on reste vigilant, mais pour l'instant, ça nous a tellement bénéficié qu'on continue. Voilà. Bon, maintenant, il ne reste plus que ton fils et c'est bon, la boucle est bouclée, quoi. Exactement. Et je pense que mon fils, ça viendra plus tard. Vraiment, il est hypersensible, il a besoin de plus de distance, je pense, en fait. Alors que Tam, je pense que elle a besoin de s'inscrire dans cette lignée. Ah oui, ça paraît logique vu le thème de ton film aussi. Et j'ai trouvé que c'était beau, je le dis, pour ceux qui ne l'ont pas vu, tu parles de ton fils quand même. Tu te rends compte à un moment que cette lignée maternelle doit inclure des choses aussi le garçon. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci vraiment. Merci beaucoup. Pour autant de sincérité, je sais pas, c'est très émouvant. Peut-être parce que je suis enceinte, mais félicitations. Je sais à quel point c'est important. Oh. Merci. Wow, super. Vous allez voir l'accouchement, c'est super. C'est ma deuxième, mais voilà, ça fait ma deuxième fille, mais je comprends bien cette lignée maternelle. Non, ma merveille et toutes mes félicitations et plein de belles choses. Merci Maï, merci Angloane. C'était Maï Oua, réalisatrice du film documentaire Les Rivières, et sa maman, Angloane. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux @lamatrescence, et sinon, mettez 5 étoiles, ça aide vraiment, merci. Mon site web est en ligne, allez y faire un tour pour trouver de nouveaux épisodes, le lien est dans les notes. Prenez soin de vous, surtout, et puis à la semaine prochaine.